Nous allons commencer cette journée et donc je disais, ça fait 25 ans que nous abordons des thèmes qui concernent les professionnels du champ social, éducatif et thérapeutique. Cette année, nous avons présenté sous une forme de questions peut-être un peu curieuses, l'adolescence, à quoi ça sert. Donc voilà, maintenant vous avez la possibilité de poser des questions donc, aux deux derniers orateurs. Je voudrais revenir un petit peu sur l'obéissance. En fait, la solution est en train de se mettre en place. Il n'y a pas besoin de l'obéissance, en fait. La machine à socialiser contemporaine, celle qui est en train de s'installer dans la mutation, qui est le mode maternel. Effectivement, quand vous disiez que les femmes sont plus à l'aise que les hommes aujourd'hui, dans l'éducation, il semble bien que notre société s'achemine vers une nouvelle forme de matriarcat à l'heure actuelle. La forme d'autorité que j'évoquais, on n'a pas eu le temps beaucoup de la lire, mais elle correspond exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire que dans accepter de se priver d'eux, puisqu'elle accueille, elle protège, elle rassure, elle négocie, elle relève de l'injonction à penser. Donc on est devant quelqu'un qui se prive de l'injonction à penser ensemble. Oui, l'injonction, parce que dans notre monde à nous, ce qui présidait à l'éducation, c'était l'injonction de ne pas penser. Va te laver les dents, va prendre ta douche, habille-toi comme ça, c'est l'heure de se coucher. Je peux vous couper la parole, bien sûr. D'accord. Alors, si vous dites effectivement l'injonction à penser, elle relève de l'injonction à penser, donc je t'autorise à penser, je me fruse, je t'accorde le temps de ta propre détermination, je t'autorise à penser, d'accord? Non, je m'impose de penser avec toi. Je m'impose de penser avec toi. C'est pas je t'autorise à penser, c'est je m'impose. Moi, adulte, je m'impose de penser avec toi. Je m'impose de co-penser, c'est-à-dire, oui, je m'impose d'être attentif à ma pensée, qui soit respectueuse de ta pensée. Oui, mais après avoir posé quelques non négociables avant 5 ans. Comment? Et après avoir posé quelques non négociables, jamais négociés avant 5 ans. Alors là, comment vous articulez ça? Alors, avec ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire le matriarcat et la disparition, moi je ne comprends pas là. Pourquoi vous avez besoin de ramener le matriarcat à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça vient faire, ça là? Sinon préserver votre construction théorique lacanienne. Qu'est-ce que ça vient faire? Non, j'ai pas besoin du matriarcat. Le matriarcat, c'était pas si mal. Bon. Mais il semble qu'il y ait, par exemple, les jeunes pères. Vous observez les jeunes pères. Vous voyez que les jeunes pères, aujourd'hui, l'image patriarcale ne les intéresse plus du tout. Les paternes. L'image patriarcale de 1850-1950, qui a complètement disparu. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est des mères, ces pères? Est-ce qu'ils sont analogues aux mères? Alors, il semble bien quand même que, une société, chaque mutation voit émerger une forme d'autorité. La mutation présente a liquidé l'autorité de mode paternel, elle voit émerger une autre forme d'autorité. Alors c'est ce que j'appelais l'autorité sur soi, que vous avez bien développé, mais il semble, en tout cas quand on observe des jeunes parents mutants, il semble que la machine à socialiser qui commençait sur le coup de 5-6 ans, quand on entrait dans l'espace paternel, grosso modo. Ah non, la machine à socialiser, ça commence à partir de... Non, là, je ne peux pas accepter ça. En tant qu'enfant, la machine à socialiser, elle commence avec l'apparition d'autonomie motrice. Elle commence avec le 4 pattes et avec la marche. D'accord. Et elle commence effectivement avec le fait que soit les deux parents, dans l'espace privatif de la maison, accordent à l'enfant la toute-puissance du règne sur l'espace domestique, soit effectivement ils font comprendre à l'enfant que dans cet espace domestique, même s'il a le droit de faire plein de choses, il y aura une butée qu'ils s'attacheront à faire respecter à l'enfant. Et ça peut être aussi bien le père que la mère. Et de ce point de vue, moi je ne comprends pas les références au sexe quand on parle d'autorité. Ah,
Alors, moi, La loi paternelle, maternelle. Parce que je crois voir une distinction, c'est-à-dire que dans l'éducation précoce, qu'on appelle maternelle, Sortons de ça, sortons de ça. On ne peut pas à la fois vouloir créer de la nouveauté, une critique. Vous avez fait attention à ça. C'était hier, l'éducation, le temps maternel. C'était un temps. C'est fini ça. Mais oui, c'est fini. C'était un temps très autonome où la mère elle accompagnait l'enfant, ne cherchait pas à le contraindre à quoi que ce soit. Bon, je t'accompagne quand tu marches, je t'accompagne à patouiller, je t'accompagne, etc., etc. Non. Il y avait cet accompagnement sur la proximité, oui, il y avait cet accompagnement sur la proximité, mais tout ça a été, je crois tout ça baignait dans un bain d'angoisse de séparation. Et l'angoisse de séparation était ce qui justifiait la proximité mère-enfant pour ces raisons de dangerosité du fait de l'éloignement, et qui après justifiait la loi du père pour la séparation. Voilà. Et donc, effectivement, tout ça a été cohérent dans ce système. Oui. Mais à partir du moment où, effectivement, aujourd'hui, moi, je suis frappé par le fait de voir que les petits bambins, ils ont beaucoup moins d'angoisse de séparation. La peur de l'étranger, elle a quasiment disparu. Ben oui, c'est un artefact. Ils sont individualisés, autonomes. C'est un artefact. Donc, Spitz, c'est un artefact. Non, mais ça a été une révision déchirante et terrible de beaucoup de choses sur lesquelles nous avons appris. Moi aussi, j'ai appris le oui et le non, Spitz, l'angoisse de l'étranger et tout ça. Eh bien, tout ça, je pense que c'est référé à une construction sociale et que c'est pas nécessairement vrai au niveau du développement de l'enfant. Non, ça ne l'est plus de toute façon. Voilà. Et donc, il faut en tirer toutes les conséquences, même si ça doit nous déchirer la tête. Vous avez vu que, bien qu'on soit d'accord sur l'essentiel, on passe notre temps à s'engueuler. Bon, c'est intéressant. Je dis bien qu'on soit d'accord sur l'essentiel, on passe notre temps à s'engueuler. Il faut admettre que c'est extrêmement intéressant et que on ne dort pas. Mais je pense qu'il faudrait laisser aussi la parole à moi. Que ça ils sont venus, ils sont quelques-uns à être là. Alors peut-être, j'espère que ces figures d'autorité, dans un certain sens, ne vous... D'autorité de pensée, c'est pas pareil. Vous laisse la possibilité de vous exprimer et de poser quelques questions sur les propos de l'un et de l'autre, puisque effectivement... Là, chez vous, vous êtes dans le noir, on ne vous voit pas. C'est excellent. Alors... Merci. En vous écoutant comme ça, c'est pas forcément une question, c'est plutôt une réflexion. Je pensais en même temps, vous mettez au moins pensée en ébullition, en doute. J'étais en train de me dire, mais qu'on peut être pris de vertige quand on doit à un moment donné revisiter ce que l'on pensait être des certitudes qui ont d'une certaine manière façonné notre rapport à notre monde des idées, et on est en but. Et je trouve que vos échanges là d'une grande vitalité sont une démonstration absolument fabuleuse de comment on achoppe à des nouvelles, alors je ne sais pas comment on dit, une forme de réalité qui s'impose à nous, et tout à coup on dit ah là là, mais avant je croyais que, et ça me fait rebondir au fond sur les modèles que nous utilisons. Ce sont des systèmes aussi de croyances révocables par des savoirs nouveaux qui viennent s'inviter à notre connaissance. Je pense notamment là, et il y a juste on entreperçoit tout juste maintenant, notamment dans l'avancée des neurosciences, ce que peut-être cette porte va nous ouvrir encore dans les découvertes. Et je trouve qu'on est juste à cette période-là où, en tant que professionnel, on peut être un peu pris de vertige dans ces rencontres,
Et c'est pas rien qu'on évoque ce vertige-là quand on parle de l'adolescent, qui lui, par définition, quand même, la rencontre avec l'adolescence, c'est pas si facile que ça. Et je vois pas pourquoi ça serait facile. Non, mais vous parliez en plus, tout à l'heure, vous parliez de discussion, de contraintes. Il y a quand même une rencontre qui met à l'épreuve l'adulte dans sa capacité, justement, à être adulte, c'est bien l'adolescent. Sur, justement, le plan ou la reprise du pouvoir par l'injonction, ou, effectivement, par la séduction. Oui, alors, ce qui me paraît important, c'est qu'à l'arrivée dans l'adolescence, il faut bien comprendre que le système de classification de l'adolescent n'est pas le même que celui de l'enfant. Et quand M. Gaillard dit effectivement à des injonctions, tu fais ce que je te dis et tu fais pas ce que je fais, était l'injonction traditionnelle, et bien avec cette injonction-là, effectivement, elle non seulement elle ne fonctionne plus, mais elle est délétère. Elle est délétère. Pourquoi elle est délétère? Parce que le mode de pensée de l'enfant s'organise autour du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est un mode moral qui, effectivement, est bien ce que dit papa et maman qu'on doit faire, et mal de faire le contraire, etc. Et il y a des enfants qui continuent heureusement à désobéir. Je pense qu'on ne peut pas être en bonne santé psychique si on ne désobéit jamais. Malheureusement, la désobéissance ne suffit pas pour être en bonne santé psychique. Mais la désobéissance est une des conditions de la santé psychique. C'est là, moi je réhabilite l'acte de désobéissance, car on ne comprend rien à l'obéissance si on n'articule pas avec la nécessité de désobéissance. Donc c'est ça qui me paraît, qui a été complètement gommé par la religion, par un certain nombre de choses comme ça. Alors l'enfant, il est dans le registre effectivement du bien et du mal, articulé à, je dirais, obéissance, désobéissance. L'adolescent qui accède à l'autonomie, il entre dans un autre registre, il entre dans le registre du vrai et du faux. Est vrai ce que l'adulte dit et qu'il fait, est faux ce que l'adulte dit et qu'il fait le contraire, ou ce que la société dit et fait le contraire. Or, nous sommes à la croisée des chemins où la société ne cesse de dire des choses et de faire exactement le contraire de ce qu'elle dit, et là, les adolescents le perçoivent. Donc, ils ont constamment le sentiment qu'ils vivent dans une société fausse, qui effectivement repose globalement maintenant sur les valeurs d'égalité, de respect, de reconnaissance de l'égalité homme-femme, etc., de réciprocité, et effectivement, on ne se comporte pas avec eux, comme l'a très bien dit M. Gaillard, on ne se comporte pas de manière réciproque, et j'étais d'ailleurs intéressé, parce que dans tout son exposé, quand il parlait des adolescents, il disait les gamins, c'est-à-dire qu'il utilisait un terme discriminant pour qualifier cette classe d'âge. Et moi, je passe mon temps avec les éducateurs à leur dire chaque fois que vous avez dans la bouche un mot désobligeant pour parler des jeunes, vous êtes dans une position hiérarchique haute et vous êtes déconsidéré. Donc effectivement, c'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un caillou sur la langue en permanence et qu'on fasse cet effort de retenue et de réflexion permanente pour accéder à quelque chose qui, pour nous, entre guillemets, n'est pas naturel, parce que nous, on a été encore élevés avec la nécessité de baisser les yeux et dans un rapport hiérarchique. Et on est en train de sortir de ça. Et c'est un effort intellectuel et affectif constant. Peut-être qu'après, ça ne sera pas la même chose. Ceci étant dit, je pense que pour accéder à l'ordre culturel et se dégager de l'ordre naturel, c'est un effort permanent. C'est peut-être le prix à payer de l'évolution de la culture. Car il n'y a rien de naturel dans le rapport autorité-obéissance. C'est un rapport culturel qui demande un effort constant. Alors quand je dis les gamins, il y a une raison à ça, c'est que j'ai l'impression que les choses aujourd'hui, je veux dire, on parle beaucoup de l'adolescence, mais on est là pour ça, évidemment. Mais mon sentiment est qu'aujourd'hui, à cause de cette mutation, l'essentiel se joue dans l'enfance et pas dans l'adolescence. On a vraiment à travailler sur la question des problèmes développementaux, les problèmes d'attachement primaire, etc., etc. Et pour ça, je dis les gamins, parce que moi, je pense plus enfant qu'adolescent, c'est vrai. C'est vrai. Alors effectivement, merci de dire ça. Je pense effectivement que le socle, ce que j'appelle moi les contenants d'autorité, tel que je l'avais défini dans cette capacité de retenue, ce socle-là s'établit et s'installe dans l'enfance. Et que quand il n'est pas établi dans l'enfance, après il faut en retourner au pouvoir et à l'imposition par le pouvoir. Et je crois que c'est fondamental. Et les enfants d'aujourd'hui, par exemple, ce que vous évoquez tout à l'heure,
vous avez été élevé, vous, encore, peut-être, vos parents, vous ont élevé en disant, ah bah, elle crie, laissons-la pleurer, ça lui fait du bien, ça lui exerce ses cordes vocales, et un enfant qui pleure, de toute manière, il s'exprime, etc. On sait aujourd'hui que les enfants, quand ils pleurent, pas les petites pleurs comme ça, mais quand ils commencent à pleurer de manière intense, on sait que ça les désorganise psychiquement, et que ça ne leur permet pas de mieux comprendre leurs affects et d'accéder à une compréhension de leur état émotionnel. Et que des bébés qui pleurent sans arrêt, c'est des bébés qui risquent d'être promis à une dysrégulation émotionnelle et à une incapacité de comprendre leurs émotions. Et donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas laisser trop longtemps les bébés pleurer. Alors il ne faut pas basculer dans l'excès inverse de certains parents. Dès que le bébé braille, il faut immédiatement lui mettre une totoche en bouche. Ça, c'est l'excès du comblement inverse. La grande difficulté, c'est ça, de l'éducation. Mais voilà, donc il y a tout un tas de principes qui s'éloignent. Et prenons le cas de l'angoisse de séparation. Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus d'enfants qui ont un attachement sécure. Un attachement sécure, c'est quoi? C'est un paradoxe, puisque c'est grâce à l'attachement sécure qu'on peut se détacher de manière sécure. Un attachement sécure permet une exploration sécure de l'environnement, c'est-à-dire de s'éloigner de manière sécure. Et pour être dans un attachement sécure, il faut qu'elle soit contente de voir son enfant s'éloigner. Quand son enfant s'éloigne, elle est contente de le voir explorer le monde. Elle ne cherche pas à le rattacher à lui. Et donc, je pense que la plupart des mères ici sont contentes de voir leur enfant explorer le monde. Il faut arrêter de dire que la mère, elle a comme seul désir de l'avoir entre ses cuisses dans une relation incestueuse proximale. C'est plus audible, ça. Et que la loi du père, c'est de couper ça. Moi, je crois qu'il y a une révision déchirante de nos concepts. Très difficile. Parce qu'on a été élevés, nous, on a passé des examens à se faire chier à apprendre ça. Alors évidemment, on a envie que les autres se fassent chier à apprendre ça. Bon. Tout ce qu'on a appris ne sert plus à rien. Nicole. Réagir justement. Et je trouve qu'on est complètement en plein dans les débats d'adolescents. En fait, je veux dire, là, on replonge un petit peu dans le débat et dans l'énergie adolescente. Moi, ce que j'avais envie de dire en vous écoutant, c'est que finalement, ce ne sont pas les adolescents qui m'interrogent. J'aime bien leurs interrogations. Moi, je m'inquiète un peu pour les parents. Parce que si, entre nous, finalement, déjà, on voit à quel point, vous avez employé tout à l'heure un mot que moi j'adore, se décentrer. Arriver à se décentrer. Nous, on voit bien, déjà en tant que professionnels, comment on a du mal à se décentrer parce qu'on a tout à repenser. Et on est tous dans un bain finalement hyper adolescent où, comme à l'adolescent, on doit repenser nos outils, nos approches, notre manière de voir ces processus de l'adolescence, ces processus relationnels. On est devant un chantier énorme. Alors comment on peut accompagner les parents? On ne va pas répondre là en 3 secondes, mais c'est vrai que je ressors de tout ce qui se dit avec ce questionnement-là, parce que j'ai l'impression que les plus paumés au jour d'aujourd'hui, par rapport à tous ces mutants-là, ce sont les ados, les parents d'ados. Mais je pense qu'effectivement, si les ados, si les parents sont en déficience comme dit Claudia Gold dans un bouquin que j'aime beaucoup, de savoir reconnaître les émotions, apprenez à vos enfants à apprendre à connaître leurs émotions. Claudia Gold dit il faut porter l'enfant par la pensée. Et donc, en portant l'enfant par la pensée, c'est-à-dire reconnaître ses émotions, les valider, les atténuer, ce que Bion a appelé la détoxication des pensées alpha, je crois. Je sais plus si c'est alpha, je crois que c'est ça. Des projections. Parce que les choses ont été écrites dans un autre registre, mais jadis, les Clagnal et Bion ont écrit des choses intéressantes, Lacan bien sûr, etc. Mais ils l'ont écrit dans un contexte social qui les rend moins audibles aujourd'hui. Donc il faut les réécrire dans un contexte compréhensible aujourd'hui. Donc la mère porte l'enfant par la pensée. L'enfant ne va pas bien, il braille, il pleure, il dort mal, il mange mal, et la mère est désorientée. Si le thérapeute se met en position haute et lui dit il faut faire ci, il faut faire ça, vous savez bien que ça ne marche pas, et quelle est la fonction du thérapeute? C'est de porter la mère par la pensée, c'est-à-dire grâce à sa capacité de rêverie et grâce à sa capacité de détente, effectivement de co-penser et d'offrir à la mère ses co-pensées qu'elle va pouvoir accepter, et cet aspect de détente, elle se sentira portée par la pensée du thérapeute qui lui permettra dans un travail réflexif de mieux porter par la pensée son enfant. Et bien avec le thérapeute, vous en tant que thérapeute, avec les parents,
leur dire, bah, c'est vrai, on est démunis. Bah, moi aussi, je suis un peu démuni. Moi, mes références sur l'autorité paternelle, je vois bien que ça ne marche plus. Je me demande un peu comment on peut fonctionner. Alors, c'est vrai, bah, je pense peut-être qu'il faut aller chercher ça de l'autre côté. Alors, on ne va pas utiliser le mot autonome, le mot immanent ou le mot horizontal à égalité. Mais on va utiliser, bah, effectivement, je pense que chaque adulte, maintenant, aujourd'hui, s'il est dans vouloir imposer à l'autre, ça ne marche plus. C'est d'abord à lui qu'il faut qu'il s'impose quelque chose. Quand votre enfant vous met en colère et que vous excite, eh bien, effectivement, si vous faites un pas vers lui et que vous mettez à hurler plus fort que lui, là, vous êtes dans une zone d'escalade symétrique, très bien décrite par les systémiciens. Eh bien, il faut effectivement, vous arriviez à peut-être qu'on pourrait arriver à faire un pas. Alors, un pas en arrière et à baisser un peu. Vous voyez? Là, regardez. Je fais un pas en arrière et je baisse un peu. Donc il faut avoir des modèles comme ça, progressifs, et ouvrir notre théorie à plein de Moi choses. j'ai la solution. Donnez-la moi tout de suite. Merci. Donnez-la moi. C'est un élément, effectivement, avec les parents qui viennent à la consultation familiale, ce qui s'impose à chaque fois, c'est la question de la négociation. C'est-à-dire comment c'est-à-dire les ados autant que les parents, vont apprendre une forme de négociation fort nouvelle. Von Förster, il nous dit on peut entrer dans un univers de jeu à somme non nulle, c'est-à-dire il y a soit deux gagnants, soit deux perdants. C'est pas les négociations à somme nulle qu'on connaît tous, un gagnant et perdant. Vous savez, les pseudo-contrats qu'on fait avec les mots où ils sont toujours perdants. Les mutants, ils savent lire les contrats maintenant, donc c'est pas la peine d'insister. La négociation avec deux gagnants, ça me semble être la nouvelle base pour une éthique sociale. À savoir que pour pouvoir négocier, il faut d'abord se vivre égaux, déjà, par principe. Ensuite, il faut se connaître suffisamment pour savoir de quoi je vais me priver pour obtenir quelque chose de l'autre, pendant que l'autre va apprendre à se priver d'autre chose pour obtenir quelque chose de moi. On revient dans un espace quasi don et contre don, dans un espace vraiment de réciprocité. Et ce qui, me semble-t-il, est en train de commencer à remplacer la frustration, ce qui était une nécessité dans notre univers. Ce qu'on appelle la frustration, c'est la capacité à se priver de quelque chose. Et là, dans l'espace de négociation, on est deux à accepter, à jouer, à accepter de se priver de quelque chose, tout en obtenant quelque chose de l'autre, de manière éthique, c'est-à-dire où on pense que ça va l'aider en m'aidant. Le problème avec les adolescents, et là je vais faire le diable, le problème avec les adolescents, c'est que les adolescents adorent trouver le bouton qui déclenche l'excitation parentale. Et quand ils ont trouvé le bouton qui déclenche l'excitation parentale, ils appuient dessus de manière répétée. Parce que comme ça, ils projettent leur propre excitation dans le parent, et ils regardent « Pourquoi tu t'énerves, papa ?» Et effectivement, ils jouissent d'avoir projeté dans l'autre son excitation. Et être parent d'adolescent, c'est être constamment sollicité dans ces zones de fragilité. Donc votre truc d'excitation, c'est compliqué à faire comprendre. Votre truc de négociation, c'est compliqué à faire comprendre aux parents. Alors moi, je préfère leur dire parce que je préfère leur dire que chaque fois que vous discutez avec un adolescent, si vous voulez absolument terminer les discussions en lui prouvant que vous avez raison et que lui a tort, vous allez l'enferrer dans sa position et vous allez l'aggraver. Et il faut accepter de temps en temps sa position sans vouloir chercher à lui prouver que vous avez raison et que lui a tort. Parce que la plupart des discussions entre parents et adolescents, surtout entre pères, entre adolescents et parents du même sexe, parce que avec sexe différent, il y a un espace différent qui se joue, c'est l'espace de la séduction, bien sûr. C'est cette relation d'emprise. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ça, avec les parents. C'est un simple truc. Chaque fois que votre adolescent a tort, faites comme s'il avait raison. Ce qui veut pas lui, il faut pas lui dire tu as raison mon fils. C'est tu penses ça, moi je pense pas pareil. Et je veux pas, puisque tu penses ça, je regrette que tu le penses, mais moi je pense pas pareil. C'est ce que j'appelle la jonction à penser. Oui, d'accord, mais vous l'appelez un mot savant, et moi je le traduis constamment dans l'interaction quotidienne. Parce que moi, chaque fois qu'un mot réfère à son propre savoir, il n'est pas utilisable par les gens. Donc il faut qu'on utilise des mots qui soient dépouillés de notre propre savoir. Quelques minutes ou une dernière question.
Oui. Je pensais à la question de la journée, à quoi ça sert l'adolescence. Et j'aurais envie que nos deux orateurs nous disent à quoi ça sert d'être adulte. Mais chacun, la réponse de chacun. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, adulte, ça signifie adultus, qui est achevé, qui a fini de grandir. Donc un adulte achevé, pour moi, c'est un adulte, c'est quelqu'un, c'est un mort. Donc je pense que la fonction actuelle de l'être humain, c'est d'être naturellement, nous sommes des êtres inachevés. Et je pense qu'il est fondamental qu'on reste dans cet inachèvement le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut rester adolescent le plus longtemps possible, c'est-à-dire être capable de constamment être dans ce remaniement, cette transformation, etc. Et c'est la raison peut-être pour laquelle les adolescents ont tant de mal à sortir aujourd'hui de l'adolescence, en étant des adolescents, des choses comme ça, parce qu'ils perçoivent jusqu'à présent l'adulte comme le vieux sage achevé. Alors je crois qu'effectivement, être adulte dans la société contemporaine est une valeur presque négative, apoptotique, proche de la dégénérescence et de la mort, et donc il faut garder en soi une dimension d'inachèvement, et moi je plaide pour que chaque adulte ne soit pas fini. Voilà. Alors évidemment, on me dira, ma mégalomanie, c'est que comme je ne suis pas fini, je pourrais être infini. Le piège. Mais bon, pas fini, tout en ayant, effectivement, tout en renonçant à cette omnipotence dont j'ai parlé tout à l'heure. Être adulte, c'est peut-être renoncer à l'omnipotence de l'adolescent, du début de l'adolescence, tout en acceptant de ne pas être fini dans notre vie. Et c'est assez bonne caractéristique de toi-même. Donc je suis évidemment d'accord sur la nécessité de rester adolescent. Je pense que nous vous avons fait une démonstration suffisamment intéressante de notre opinion commune. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on continue à penser, à vrai dire. Et après, maintenant, on va faire une pause.